Bonjour, bonjour Simone. Bonjour Mouna. Alors, je suis ravie que vous soyez avec nous dans le cadre de cette conversation qui s'inscrit dans le cadre de la foire Ménart, dans laquelle vous présentez quelques-unes de vos œuvres. Et avant de peut-être regarder quelques œuvres qui sont exposées à la foire, mais aussi parler de votre carrière et des derniers projets que vous venez de réaliser, j'aimerais peut-être donner 3 ou 4 dates à nos participants sur cette conférence ou cette conversation. Rappelez qu'en 1972, pendant que vous viviez à Beyrouth, vous avez rencontré Tel Adnan. Ensemble, vous vous installez en 1980, je crois, à Sausalito, en Californie. 82, vous créez Post Apollo Press avec la publication de From A to Z et Cite Marie-Rose, 2 livres très importants dans la carrière de Ethel Adnan. 1988, vous commencez à faire de la céramique avec la San Francisco Art Institute, si je ne me trompe pas. 2012, vous vous installez à Paris. Donc, effectivement, ces 4 dates, c'est peu et en même temps, c'est un peu dommage de réduire la carrière de quelqu'un en quelques dates, mais c'est peut-être juste pour donner une chronologie aux gens qui nous écoutent. Est-ce que j'aimerais peut-être commencer directement la conversation en montrant peut-être des œuvres, et on va faire au même titre qu'une des œuvres que vous présentez, on va se promener au fil des œuvres, au fil de votre parcours, au fil de votre carrière, parce qu'au fond, tout est lié, l'écriture, la peinture, la céramique, la terre, la vie et l'humanité, puisque souvent vos thèmes sont souvent liés à l'histoire de l'humanité et à la grande histoire. Donc, je vais partager à l'écran un document. Alors, voilà, que je mets en plein écran. Et, pardon, hop, hop, hop. Donc, voici. Et donc là, c'est la toile qui est actuellement présentée à la Ménart, qui s'appelle Galaxie, de 2021, exposée à la galerie Tanit. Et ce qui est assez fascinant, c'est que c'est une toute nouvelle manière que vous avez de peindre. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous est venue l'idée et en quoi ça consiste? Oui, donc depuis il y a 2 ans, parce que parfois, bon, je fais surtout de la sculpture en céramique, mais je peins, j'ai quand même reconnecté avec ma pratique de peintre depuis déjà presque 7-8 ans. Mais il y a 2 ans, je lisais un livre qui s'appelle Les promenades de Robert Walser. Et donc, c'est un écrivain suisse-allemand qui se promenait. Toutes ses œuvres sont à partir de la description de ses marches dans la campagne, dans la forêt, même dans la ville. C'est son moyen de vivre. Et puis finalement, avec les années, il a été interné dans une maison de santé dont il n'est plus sorti. Et donc, mais il continuait à sortir avec un ami qui l'emmenait en promenade. Et j'ai voulu illustrer ces promenades. C'est un écrivain très important. Voilà les 3 peintures que j'ai faites à partir de cette lecture. Et donc, chaque couleur représente une journée de promenade. Et je voulais, c'est pourquoi elles ne sont pas connectées, elles ne sont pas non plus parallèles, elles sont au gré du geste et de la réminiscence des mots. Donc là, celle qui est rouge et bleu, avec comme des petits tourbillons, c'est un peu pour rendre compte du fait que c'est un homme dont la vie tournait en rond, en fait. Il ne pouvait pas se sortir de sa condition mentale, alors qu'il était suprêmement intelligent, suprêmement éveillé, suprêmement éveillé à tout ce qui l'entourait. Et donc, j'ai pris chaque couleur indépendante des autres. Et c'est une manière de peindre qui m'a beaucoup plu. Je trouvais qu'avec ça,
Donc, si on peut revenir à la photo de la peinture que j'offre à Ménard Art, on retrouve donc ces lignes carrément tracées avec le tube, à partir du tube, et qui dressent les lignes. Là, c'est une galaxie interstellaire, des corps astraux. Et là, quand j'ai voulu réutiliser une brosse, et j'ai trouvé que c'était vraiment terriblement ennuyeux, et j'ai arrêté tout de suite. Donc, c'est une manière de peindre qui en ce moment me passionne. Et ce qui est assez Voilà. fascinant quand on voit ces peintures, c'est que c'est peindre comme sculpter ou sculpter comme peindre, parce qu'en fait, vous sculptez la matière, vous sculptez la peinture, parce que c'est Ah des bah oui, j'avais pas pensé à ça, Mouna, mais c'est très joli ce que vous venez de dire. Oui, parce qu'il y a un mouvement. En fait, cette façon de peindre est facilement reproductrice de mouvements. Les marches, c'est des mouvements, les galaxies, c'est du mouvement. Et je pense qu'avec, comme ici, on voit un peu la trace de la brosse, c'est un peu statique, Mhm. on Donc, dira. peindre comme Tandis que sculpter. les pointillés, les ronds, tout à fait, c'est extrêmement, extrêmement gestuel, hein, c'est très spontané. Mais Je- comme lorsque vous sculptez, c'est très spontané, oui, c'est très rapide. c'est vrai. Ben, celle du milieu a été la première, qui est des ronds en second, et puis la dernière, Qui la devient... jaune. Et il faut dire que Robert Walzer est parti un jour en marché et il n'est pas revenu. Et les morts, on l'a retrouvé dans la neige, je crois. Voilà. Donc c'est très blanc, c'est très... C'est très lumineux aussi. Et, Oui, mais c'est un univers cérébral qui est assez lumineux, oui. et ce qui est assez fabuleux, c'est que chacune de ces promenades se transforme en temps et en espace. C'est que lui aussi écrivait, faisait des petits dessins qui étaient des véritables miniatures où l'écriture devenait dessin. Chez vous, là, la peinture devient un peu écriture ou devient sculpture. Et quand j'ai vu ces promenades et cette galaxie qui est actuellement à la Ménart, j'ai aussitôt pensé à ça, que j'avais vu dans votre studio en 2017, et qui sont des chutes d'eau à Yosemite. Absolument. C'était au moment où je préparais l'exposition que nous avons faite ensemble à Marrakech, au musée Yves Saint-Laurent. Je cherchais encore ce que je voulais y mettre, ce qui allait être mis dans l'exposition. Et comme l'endroit était grand et qu'il fallait qu'il y ait des choses murales, j'avais tout l'espace à moi à remplir, j'ai pensé faire ces grands dessins de chute d'eau. Bon, la chute d'eau n'avait pas beaucoup de correspondance avec Marrakech directement, mais enfin, elles ont été faites à ce moment-là. Et là, j'ai aussi, ben, c'est les premières, si on veut. C'est une très bonne façon de les mettre ensemble, parce qu'en fait, ce mouvement a commencé à ce moment-là. Ouais. Avec ce sont des encres, ce sont des encres qui rappellent donc les chutes d'eau de Yosemite. Et ce qui est assez fascinant, c'est on sent que vos gestes est très rapide, très bref. Et c'est un peu comme un peintre zen ou quand lorsque vous sculptez, parce que je vous ai vu sculpter, c'est toujours des gestes très rapides qui durent même pas une fraction de seconde. Et on n'imagine pas un seul instant que vos œuvres sont faites avec une telle rapidité et une telle dextérité et qu'elles traduisent autant d'énergie en même temps. Oui, c'est vrai que je travaille très vite. Très vite. Ma peinture, dans le temps, quand j'ai commencé à peindre mes premières 10 années de peinture au Liban, je ne peux pas dire que c'était rapide, non. C'était très pensé, je prenais beaucoup mon temps, je cherchais.
Mais là, dernièrement, c'est devenu, oui, très, très rapide. La terre veut ça. Quand on tient la terre et que il faut qu'elle... je ne sais pas pourquoi, en fait. C'est comme ça. La Terre est une matière vivante, non? La terre est une matière vivante. Et là, cette photo que vous montrez, c'est le jardin du Centre Pompidou de Metz, Mhm. où j'expose donc 2 sculptures. Actuellement. Actuellement, le vernissage a eu lieu hier, donc on ne peut pas Formidable. faire des Vous nous choses revenez tout plus frais. d'actualité. Donc, on m'a demandé, enfin, la directrice du musée m'a demandé d'investir l'espace de cette promenade et en mettant en même temps les stèles et d'autres objets de leur musée gallo-romain, car ils ont un musée gallo-romain, ainsi que mes œuvres. Et donc là, à gauche, on voit une stèle, ce sont des stèles funéraires. Je suis allée à Metz il y a 1 an, j'ai choisi certaines, il fallait choisir des œuvres qu'ils pouvaient mettre dehors, Mhm. qu'elles sont quand même fragiles, et qui vont rester 6 mois aussi bien au vent, soumises à la pluie, au vent. Et donc, j'ai choisi une colonne blanche, une très belle pierre et des stèles. Mhm. Mes œuvres à moi, celle-ci, en premier, on l'avait appelée construction, mais dans ce contexte, je l'aurais appelé cabanon. C'est comme un cabanon dans un et très primitif cabanon dans un jardin. Et l'autre que vous avez montré là tout à l'heure, c'est une chaise. Mhm. Une chaise, donc, dans un endroit où on se promène, il faut s'asseoir. Mhm. Alors, si vous remarquez la pierre de Jaumont, cette pierre jaune magnifique, qui est une pierre locale, dans laquelle a été construite la cathédrale de Metz, mais aussi beaucoup de constructions locales. Elle a cette couleur miel superbe. Mhm. Je voulais faire un banc, mais il n'y avait pas moyen de le réaliser aussi vite. Et elle est devenue très chère, cette pierre, parce que la carrière est en train de finir. Et donc, là, au fond, il y a une stèle. Il y a donc 5-6 stèles dans le jardin. Et si vous voyez, ces arbres, c'est que des arbres. Et ces arbres, en arc de cercle, qui jouxte le musée, est en fait une promenade. C'est exactement ce que Rimbaud dit de la promenade dans un de ses poèmes. On sortait, ben chez nous, c'est beaucoup comme ça qu'on rencontrait les gens à la promenade. On voyait les jeunes gens de loin, réciproquement. Et lui décrit ça, qu'il voyait les jeunes filles sous l'ombre terrifiante des faux cols de leur père, à la promenade. Et ce merveilleux botaniste a fait ça, ce jardin. Mhm. Donc ça a eu lieu hier. Mhm. Vous pouvez aller le voir, c'est jusqu'au mois de novembre. Ben, je vais y aller, on va tous y aller. Oui. Et c'est fabuleux de voir comment vos œuvres dialoguent parfaitement avec des sculptures archéologiques, puisqu'on l'aperçoit ici, on comprend très bien Voilà, à la fois les analogies, à la fois les différences, et on comprend très bien aussi comment vos œuvres appartiennent autant au passé qu'à notre présent. Et ça, c'est assez fascinant. Euh, et j'aimerais là maintenant continuer notre promenade et peut-être remonter un peu le temps et revenir à une exposition qui, moi, m'avait beaucoup, beaucoup émue et beaucoup plu. C'était celle qu'avait organisée Sébastien Faucon au musée de Rochechouart en France en 2017, avec ce titre qui crée un lien parfait avec l'exposition que vous avez actuellement au Centre Pompidou-Metz, L'homme qui fera pousser un arbre nouveau. C'était le choix du titre de cette exposition à Rochechouart et dans laquelle on pouvait revoir certaines œuvres clés de votre carrière, aussi votre goût pour les collages. On retrouve l'idée de l'écriture et associée à l'argile, à la terre, associée aussi
à la lave. Est-ce que vous pourriez un peu peut-être nous expliquer ces procédés et les liens que vous créez entre écriture et sculpture et peinture? Oui, alors oui, en effet, l'exposition de Sébastien Faucon a été superbe, une grande, je dirais, euh, une pierre, enfin, une pierre qui a marqué ma carrière. Il a su réunir un choix de tout, de peinture, de sculpture et d'écriture. Et il a surtout trouvé le titre qui est sorti de l'épopée de Gilgamesh, donc qui allait très bien avec mon travail. Dans cette salle, il y a des écritures. Donc cette stèle, j'avais pensé la mettre à Metz au départ, parce qu'on devait choisir des stèles gallo-romaines, mais je ne voulais pas faire pareil, quoi, une stèle et une stèle. Et donc là, c'est une stèle de forme, elle est à 6 côtés, hexagonale, et j'ai absolument vu la même au British Museum. Elle est assyrienne, évidemment entièrement écrite, celle du British Museum, par des cunéiformes. Mais moi, j'ai écrit une phrase en arabe parce que j'écris pas le cunéiforme, je préfère écrire en arabe, et c'est une phrase de Ben Arabi. L'autre, la lave, ce sont des laves, comme j'ai travaillé, Hans Spinner travaillait pour la galerie Le Long, et il avait beaucoup de laves que Alechinsky, par exemple, a utilisé énormément dans son travail. Lui en resté. Là, c'est la première lave que j'ai faite et j'ai écrit La Raïba Fi, ce qui est une des premières phrases du Coran, qui est ceci ne contient aucun doute. Et je trouve que c'est une phrase magnifique. Et donc, j'ai écrit ça. Et puis, le rond, le cercle, est également une phrase de Ben Arabi. On n'arrive pas ici à lire le texte, mais le texte dit Al-Adlu Dhillul Wahda, c'est-à-dire la justice est l'ombre de l'unicité. Et voilà, donc il a mis tout ce qui était écriture dans la même salle. Voilà. Et puis ce rond a la consistance, il est un peu épais, on dirait un pain en fait. Et il est vraiment, il donne cette impression de ce que le pain vous offre, le confort d'un pain. Voilà. Donc en fait, ce qui est merveilleux pour un artiste, dans la vie d'un artiste, c'est que là où il va, ce qu'il voit, le nourrit, il y repense, il le revit. Ben, j'ai vu cette stèle au British Museum, j'ai vu les laves chez Alechinsky, vous voyez, donc ce sont toujours des échos, des revoyus, on revoit les choses, on les fait à notre manière, et tout devient habité. Le monde entier est habité de rencontres, de visuels, de rencontres de lecture, de rencontres intellectuelles à tous les points de vue. Dans cette pièce, toujours à Rochechouart, il y a plusieurs années. La peinture est une de mes premières peintures. Elle doit dater de 70, 69, 70. Et je me souviens qu'une des premières qu'elle a vues quand elle est venue visiter mon studio. Donc avant 72. Les deux petites, enfin pas si petites, tortues sont assez récentes. Bon, la tortue, c'est toujours merveilleux, c'est bien à voir chez soi, c'est le sentiment de la longévité, et puis au fond, on le voit mal parce qu'il est contre la lumière. C'est un petit arbre que j'ai fait au Art Institute à San Francisco. Et donc, voilà, il a probablement voulu voir l'union des couleurs dans
l'union des dans son couleurs choix. et l'union aussi peut-être formelle entre des périodes qui sont très distinctes les unes des autres, mais qui se répondent parfaitement. Oui, il Là, faut dire que la peinture est un arbre et la sculpture est un arbre. Et ils ont en fait, curieusement, les mêmes couleurs. c'est ça. Alors que l'arbre doit dater de, mon Dieu, quoi, 89, quelque chose comme ça, 89. Et là, c'est 70, donc 20 ans plus tôt. C'est génial. Et ce qui est assez fascinant, c'est qu'en fait, votre œuvre, tout se répond, tout s'entremêle, Ouais. en même temps, et à des décennies parfois de différence, mais en même temps, elles appartiennent autant à notre actualité, à notre présent, et souvent évoquent un passé très, très lointain. Et Ouais. cette capacité de traduire à la fois ces deux mondes en un monde ou en une seule œuvre, c'est très, à la fois troublant et en même temps très émouvant. Parce qu'on a l'impression de connaître ces formes, mais en même temps, elles sont totalement dépaysantes. Mais elles sont en même temps très familières. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ben, là, vous avez un choix très représentatif. Le personnage du milieu, cet homme debout, a le très longues jambes, est tout à fait, on peut dire, caractéristique de mon travail. Les deux femmes également, alors que l'homme est toujours à peu près comme ça. Les femmes ont des poses plus sérieuses, plus posées. Ici, vous avez une Vénus à droite, qui évidemment n'a pas sa tête, parce qu'elle ressemblerait assez à tout ce qu'on voit dans les musées. Et puis Astarté, je l'ai bien. C'est-à-dire que quand je fais un personnage, je pense vraiment à ce personnage qu'il est censé représenter. Ce personnage à droite ne va jamais être Astarté, c'est impossible. Tandis que l'autre, bon. Ce qui est assez fascinant, une fois, vous m'avez dit, Simone, c'est la terre qui m'impose l'image. C'est la terre qui me dicte l'œuvre que je vais créer. Comment vous En travaillez? fait, c'est certainement un dialogue. Certainement un dialogue, parce qu'on prend son temps, on prépare la terre, on la pétrit comme on pétrit la farine pour faire du pain, exactement pareil. Et puis, le mouvement des mains, le mouvement et les choses auxquelles on pense à ce moment-là, il y a absolument une interaction qui produit une image. Bon, on garde l'image si elle reproduit sa pensée exactement, sinon on continue à chercher. Mais parfois, comme je vous l'ai dit, cette terre vous échappe des mains. Elle s'échappe des mains, elle tombe en dessinant quelque chose, et je respecte souvent. C'est-à-dire, on dirait que l'impulsion qui lui a été donnée, elle l'a fini elle-même. Par exemple, il y a une œuvre qui est au Liban, qui a été exposée par Johanna Chevalier dans son exposition de groupe et qui a été acquise par une parente, notre amie Naïla Ketani de Tanit, c'est la, 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 la maîtresse du monde, la reine du monde. La reine du monde, je me rappelle, au moment où je l'ai faite, elle m'a échappé des mains. Elle est tombée sur le socle qui était une sphère tout à fait d'elle-même. Et c'est là, à ça que je voulais faire allusion. Mhm. Voilà. C'est assez fascinant de voir le dialogue qui se crée et ce rapport vivant en fait avec cette matière. Et je sais aussi combien vous avez été, combien l'artisanat et ce respect que vous avez à la fois pour la terre et le lien que vous créez avec la terre, puisqu'en fait la terre vous dicte autant que vous dictez à la terre ce qu'il faut faire et fabriquer et comment elle va devenir. Et il y a aussi l'idée aussi du feu, je crois, dans votre rapport à la céramique et ce lien aussi au four et à la cuisson qui est aussi très important. Évidemment, le passage par le feu, Mhm.
un réel passage, c'est une réelle recréation, parce que entre la glaise, qui est de la poussière, et une forme finie qui va garder cette forme pendant des siècles, elle est très fragile, mais elle est aussi là pour toujours. Et donc, ce passage solidifie, marque le travail. Et je pense que c'est très important, cette métamorphose. Et normalement, non seulement il y a un passage dans le feu, il y en a deux, parce qu'il y a eu un premier passage pour fixer la glaise et un deuxième pour lui donner sa couleur. On lui donnait une couleur, ce n'était pas pour faire joli, c'était pour lui donner une plus grande, une endurance plus grande. Ce revêtement d'émail qui dure lui donnait exactement dont elle a besoin pour mieux. Et puis la couleur la fait voir mieux. Bien sûr. La couleur, c'est ce qui m'a absolument gardé dans la céramique. C'est comme la drogue, c'est une drogue. Vous rentrez dans un monde où la couleur, après on s'en sort plus. Il faut trouver la vraie. Ça crée des hallucinations. Oui, tout à fait, tout à fait. Là, c'est une vue de PS1. Ouais. Donc, au premier plan, il y a un marbre. En fait, elle a précédé tout le travail. Et c'est une pierre d'albâtre. C'est ma première œuvre, alors que j'étais partie travailler de la terre. Mais la forme que j'ai vue inscrite dans ce marbre a fait que j'ai choisi d'abord de commencer ça. Et je l'ai appelé torse trouvé à Beyrouth aujourd'hui. C'est-à-dire que cette image qu'on voit dans tous les champs archéologiques, que ce soit Baalbek, Jarash, Palmyre ou n'importe où, il y a des stèles, des torses, des morceaux jetés qu'on retrouve. Et bien ça, je dis, il est retrouvé, mais c'est dans le Beyrouth d'aujourd'hui, les contemporains. C'est-à-dire c'était la guerre qui avait pris la place, qui voulait s'exprimer dans cette forme-là. C'est là où il y a eu un gel entre l'archéologie et le contemporain qui a imprimé tout mon travail qui a succédé. Tout à fait. Et d'ailleurs, je crois que Ethel avait dit une très belle phrase concernant ce torse en disant que on aurait pu le trouver sur un site archéologique et il aurait pu appartenir autant au passé qu'au présent le plus récent et le plus actuel. Et c'est ça. Et que cette double temporalité était effectivement prégnante et présente constamment dans votre œuvre. Et ce qui est assez fascinant par rapport aux images que vous nous avez montrées du Centre Pompidou-Metz et de votre installation hier, c'est qu'on retrouve ici, là, maintenant, dans cette photo qu'on voit, des sculptures et une promenade, parce qu'en fait, ce sont là des dessins à l'encre qui évoquent des arbres, si je me souviens bien. Et ici aussi, on voit les gens se promener à travers des arbres. Et donc, l'idée de la promenade, c'est quelque chose de très constant. Et ce rapport entre temps et espace dans votre œuvre. Et on pouvait très bien sentir dans votre exposition au PS1 qui avait été organisé par Rouba, combien l'idée du temps et de l'espace comptait, non seulement dans l'appréhension que vous aviez de la matière, de la peinture, de l'écriture, mais aussi du rapport que les œuvres entretenaient entre elles. C'est vrai. Ben là aussi, alors là, c'est toujours à PS1. Il y a un mélange. Toutes ces peintures sont donc celles de la première période à Beyrouth. Elles sont donc très anciennes, de 72 au moment où la dernière, la verte, de l'autre côté de la bleue, c'est la dernière que j'ai faite avant de quitter en 80. Et donc, voilà, c'est un échantillon de cette période-là. Et puis au milieu, vous avez toutes ces sculptures de différentes périodes de Californie, mais toutes parlent du monde ancien. Il y a des sirènes, il y a un lion dans sa tanière, il y a une espèce de circé. Le jaune, là,
C'est comme le chariot. Le chariot. Et Simone, vous avez commencé par la peinture, vous quittez Beyrouth, vous arrêtez la peinture, vous partez, vous commencez la sculpture, la céramique, en passant par cet albâtre qu'on a vu. Et ce n'est que lorsque vous revenez en France que vous recommencez la peinture. Oui. Quel a été un peu l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui a provoqué ce retour à la peinture? Ben de un hasard, en fait, un hasard. Je me suis trouvée devant des toiles et des pinceaux, seule, et tout à coup, j'ai eu envie de les utiliser. Ça a été un mouvement spontané, alors que la toile et les pinceaux ne m'appartenaient pas. Pour la première, pour la première. Et de là, j'en ai racheté, j'en ai fait quelques-unes. Et j'étais très contente parce que le monde de la peinture est très différent de celui de la sculpture. C'est un autre monde. Là, la couleur est immédiate. Il n'y a pas à la chercher, il n'y a pas à la chercher. Heureusement, elle vous est donnée. Donc, c'est beaucoup plus immédiat. Il y a un rapport immédiat avec son sujet, avec son sentiment. Bien sûr. Tandis que, comme j'essayais d'expliquer, ce long processus de la sculpture en terre, c'est très long. On fait d'abord la forme, il faut 2-3 mois pour qu'elle sèche, ensuite il faut la cuire, ensuite il faut de nouveau. Donc, c'est ce long processus. Voilà, ces peintures-là ont été faites à Paris juste après ces retrouvailles, si on peut dire, avec l'étoile et le pinceau. Et là, elles ont été faites en urgence, 1 par jour ou 2 par jour. J'avais un besoin absolu de les faire. J'en ai fait pas mal, toutes noir et blanc. C'était une série abstraite comme ça. Et le mot urgence compte beaucoup parce qu'en fait, tout est fait toujours avec beaucoup d'urgence, de dextérité. Il y a une urgence à créer, non, et à faire. Une urgence à créer, à faire, oui, c'est ça. Ben, vous savez, on ne sait pas d'où ça vient, ces impulsions. Donc, quand elles sont là, il faut tout de suite y répondre parce qu'elles vont s'en aller, elles n'existeront plus. Il va falloir avoir une autre impulsion. Mais donc, si on veut vraiment suivre sa pensée, suivre son itinéraire, on suit son itinéraire, il faut aller dans l'impulsion. Bien sûr. Et là, j'ai eu un grand plaisir à faire ces tableaux. J'imagine. Et on le sent d'ailleurs. On sent qu'il y a beaucoup de joie et de plaisir à créer, dans toutes vos œuvres d'ailleurs. Et ce que j'aime beaucoup aussi avec ces grands hommes debout, et les personnes qui ne les ont jamais vus, c'est vraiment très grand, c'est probablement 1,20 m ou plus, c'est qu'en fait, ce sont un peu comme des hommes qui se tiennent droit, un peu comme des résistants, un peu comme des guerriers. Et en fait, quand on pense, vous venez à la fois, vous avez vécu à Damas, à Beyrouth, des villes et des territoires qui sont imprégnés par une histoire ancienne très profonde, où chaque vallée a une histoire avec le monde biblique, où chaque vallée a une histoire avec l'Antiquité phénicienne ou avec une autre Antiquité encore plus ancienne. C'est assez fascinant de voir que tout ça, vous parvenez finalement à le syncrétiser ou à le réinventer ou à le perlaborer d'une autre manière avec tous ces hommes debout qui reviennent régulièrement dans votre œuvre de manière récurrente, en petit format, grand format. Oui, cette idée de l'homme debout, j'y suis encore. Je n'ai pas encore fini d'en parler. Je trouve que c'est une façon de résister à notre histoire, de montrer qu'on a existé, qu'on a donné une bataille, qu'on est resté debout malgré toutes les vicissitudes, tous les malheurs qui nous viennent jour après jour, constamment, depuis 60 ans, sans arrêt. Et c'est cette idée que je veux rendre. Et donc, elle me vient naturellement, comme vous dites, en grand, en moyen, en petit. J'aime bien, moi, mes petits bonhommes, mes petits bonhommes.
On les aime tous, on les aime tous, on les aime aussi beaucoup. Et alors, quand j'ai vu cette peinture, cette galaxie qui est à la Galerie Tanit, et ensuite les promenades de Valser, j'ai aussi pensé à ces fameuses stèles que vous aviez réalisées à Marrakech, où le texte traverse tout le long de la stèle, et en fait, il faut se promener de manière circulaire autour de la stèle pour pouvoir lire le texte. Et donc, cette idée de la promenade et de tourner autour pour lire un texte, j'ai trouvé que c'était très proche de l'univers de Robert Walser. Et on retrouve aussi, bien sûr, les formes assyriennes ou babyloniennes dans la configuration même de la stèle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le texte aussi associé? Oui, donc les deux stèles ici présentes sont écrites d'un même texte qui se continue dans la deuxième. Donc la première octogonale, plus proche de la forme assyrienne, la seconde plus proche des colonnes plus simples, que ce soit au Maroc, dans tous les édifices et tout ça. Et dans les mosquées, elles sont toutes écrites tout autour de la... Donc, j'ai voulu écrire le texte qui a présidé à la pensée de cette installation. C'était un texte de l'Arabie que je lisais. Je suis tombée par un pur hasard au moment où il fallait, comme s'il y avait un hasard. Tout est hasard. Et donc, c'est un texte qui parle des anges, qui parle d'une citation du Coran, qui dit qu'auprès de nous, il y a un ange qui nous protège, qui est proche et qui écoute. Et lui élabore en disant qu'il va plus tard témoigner de nos vies, de ce que nous disons. Donc la parole est très importante et j'ai voulu bien fixer tout ce chapitre qui parle de la parole. Donc là, l'exposition se continue avec ces 5 stèles. Alors là, je les ai prises des futuhat un peu partout dans le texte, mais là où il y avait des diagrammes, parce que l'arabe adore illustrer sa pensée par des schémas. Et j'ai fait les schémas. Il faut dire que sans l'aide du maître potier Malem Hassan, et je n'aurais pas pu faire aussi bien les diagrammes sur les 5 stèles. Et donc, il m'a beaucoup aidé, j'ai écrit, et j'avoue que les potiers de Marrakech étaient transportés à l'idée qu'il y avait de l'écriture sur la céramique. Donc voilà, il y a donc les 2 premières qui contiennent tout le texte et ces 5 des diagrammes qui comptent, ce sont des descriptions du ciel, de l'enfer, un peu de tout. Et en fait, ce qui est assez fascinant, c'est qu'en fait, le soufisme et Ibn Arabi, parce que pour certaines personnes qui nous écoutent, Ibn Arabi est un des plus grands soufis et ses textes sont beaucoup, beaucoup comptés pour le soufisme depuis le 16e au 15e siècle, si je ne me trompe pas. Et c'est quelque chose qui revient très régulièrement dans votre œuvre. L'œuvre d'Ibn Arabi a beaucoup et continue encore à beaucoup à vous habiter. C'est-à-dire que c'est une lecture que je poursuis. Il a écrit tellement de centaines de milliers de pages que je n'ai pas encore fini. Alors, donc, c'est une lecture constante. Bon, dans le fond, ici, alors j'avais fait l'installation, donc sur l'écoute du poème, parce qu'il faut dire à nos spectateurs que cette exposition consistait à écouter le poème de Tel Adnan lu par Bob Wilson. Et donc, il y a cette écriture sur l'écoute des anges. Ensuite, il y a les anges qui écoutent et il y a ces personnages dans le fond. Ça, ce sont les anges qui passent au fond de la salle comme des nuages. Et puis, il y a ces personnages qui sont maintenant pointés par le curseur, ce sont les passants
qui regardent un peu ce qui se passe autour d'eux. Voilà, c'était la vision que j'ai eue pour le musée Yves Saint-Laurent. C'était vraiment... C'est très beau que vous parlez de vision parce que le titre de cette exposition, c'était Garden of Memory. Et en fait, on a l'impression qu'à chaque fois, chaque exposition est comme un paysage mental, où vous avez une vision qui vous dicte un peu ce que vous devez créer, réaliser. C'est vrai, c'est une vision. Ça, c'est en tout cas, cette exposition vient d'une vision, clairement. Une épiphanie peut-être. Oui. Ben, un jour, j'ai raconté, j'ai eu un tableau que j'avais fait à Beyrouth un jour, et un poète m'a dit, en le voyant, il m'a dit, je parle de Fouad Gabriel Nafa, il m'a dit, vous avez fait un paysage moral exact. Il a absolument ressenti, il a fallu qu'un poète exprime exactement ce que vous venez de dire. Il a bien ressenti. Oui. Et c'est quelque chose qui vous a toujours habité, parce qu'une fois, vous m'avez dit que je crois la ferme de votre père s'appelait Garden of Nights. The Garden of Memory est quand même une œuvre qui devait être très pensée et très élaborée, puisque il fallait tout à fait... c'était pas facile d'illustrer le poème. On n'illustre pas un poème. Donc, il fallait l'accompagner. Et comment accompagner? Surtout lu par Bob Wilson. Lui, il a mis de la musique, il a mis sa voix, il s'y est pris à plusieurs fois. Si vous vous souvenez, il a vraiment mis son cœur. Il fallait faire une installation qui soit en même temps présente et en même temps qui ne touche en rien, qui ne dérange pas le texte. Et donc, c'est fait pour l'écoute. Et je crois que c'était réussi de ce côté-là. Oui, c'était très émouvant. C'était un moment très émouvant parce que c'était finalement, quand on regardait cette pièce, on avait vraiment l'impression qu'on a parlé du temps qui passe. Et ça, c'était... voilà, que c'était pas le titre qu'on a mis, Garden of Memory. Donc, il y avait beaucoup cet élément de passé, de ce qui a passé, et on l'a figé pour que les gens le voient, et puis même ça a passé. Donc, c'est sur le temps qui passe. Et donc, une sorte de promenade à travers les temps et les périodes. Et ça nous ramène à notre première galaxie que nous avons vue tout à l'heure. Et vu que le temps passe, peut-être que c'est le moment de répondre aux questions du public et de voir s'il y a peut-être des questions. Comment fait-on maintenant? Alors peut-être que je vais éteindre le PowerPoint. J'arrête de partager l'écran. Voilà. Voilà, je vous vois. C'est bien, on est belle présentation. Merci à vous. On n'a pas senti le temps passer, mais ça fait 45 minutes qu'on parlait. Et donc peut-être que c'est peut-être le moment de passer peut-être la parole aux personnes s'il y a des questions. Ou bien à la personne qui nous a enregistrés, voilà. Celle qui s'occupe du... Ben, Naïla, si elle est là. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas qui est là. Bon. Et sinon, en attendant que peut-être que les questions arrivent, je voulais savoir en fait vous avez prochainement d'autres projets. Par superstition, on ne va pas parler clairement des projets en tant que tels, mais vous continuez. Bientôt, vous avez de nouveaux projets qui arrivent. Oui, il y a 3 grandes expositions qui vont avoir lieu bientôt. Bon, d'abord, tous ces projets ont été remis à cette année, puisque l'année dernière, il y avait le corona et que tout s'est arrêté. Donc, il y a un projet à Berlin, bientôt, et ensuite en Italie, et puis en Angleterre. Mais on peut en parler. Non, on en parlera après. Plus tard. Et est-ce que vous au Centre Pompidou-Metz,
Est-ce que vous intervenez aussi dans le musée des Non, Beaux-Arts, dans non, les sections archéologues? non, non, pas du tout. Non, parce qu'à l'intérieur, il y a une exposition d'Archiboldo avec tous les artistes que Chiara a requis pour accompagner ou qui ont fait des commentaires ou qui ont travaillé un peu dans le style. Donc il y a les deux, il y a des réponses à Archiboldo, il y a aussi des résonances. Mais non, je ne suis que dans le jardin. Et c'est Très très bien. bien, c'est beaucoup mieux dans la promenade. Et en plus, Et entouré puis, de... quelle beauté ce, ce merveilleux bâtiment de Pompidou-Metz. C'est un espace magnifique, le jardin est magnifique. Vraiment, c'est un plaisir d'y être. On a passé 3 jours, on a eu tout le temps d'avoir très froid, ensuite d'avoir d'un beau temps. Effectivement, on invite tout le monde à aller à À Metz, y faire aller. votre promenade et à découvrir le J'invite tout le Pompidou. monde à y aller. Oui, exactement. Ben, sur ce, et sur cette promenade, On je va vais vous laisser, ma chère Simone. Merci encore. Merci à vous, cher ami, Et à et à très, très bientôt. bientôt. Et je crois que tout le monde est... Pas de questions, donc voilà. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.